Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire destiné à la présentation des solutions amiables dans le cadre des difficultés d'entreprise. Merci de votre présence. Pour m'aider à présenter ces solutions, j'ai le plaisir d'accueillir M. Fabien Mortier, directeur de la Banque de France Haute-Marne. Et nous allons ensemble vous présenter chacun à notre tour les solutions qui sont à votre disposition. Moi-même, je suis Véronique Milly, chargée de l'accompagnement des entreprises en difficulté au sein de la Chambre de commerce Meuse-Haute-Marne. Alors, il faut déjà, dans un premier temps, parler des difficultés et définir ce que c'est que précisément les difficultés. Donc, les difficultés sont en général des problèmes de trésorerie qui peuvent conduire à un état de cessation de paiement s'ils ne sont pas traités. Alors, qu'est-ce qu'un état de cessation de paiement? C'est une situation dans laquelle l'entreprise ou la personne physique peut se retrouver avec une trésorerie qui est inférieure à ses dettes échues. C'est un état qui doit être déclaré au tribunal dans les 45 jours quand il survient, obligatoirement. Mais les difficultés peuvent être rencontrées par les entreprises pour des litiges avec des co-contractants, des clients, des fournisseurs, des associés, qui seraient de nature à nuire à la pérennité de l'entreprise à long ou moyen terme. Quelles sont donc les possibilités de règlement de ces difficultés? On a plusieurs possibilités qui existent, dont la médiation du crédit, qui est la solution en première intention, disponible en Banque de France. Autrement, nous avons des procédures auprès du tribunal d'instance ou de commerce. Il s'agit du mandat ad hoc et de la conciliation. Alors, il faut savoir que le droit des entreprises en difficulté est un droit positif qui a beaucoup évolué ces dernières années, privilégiant le cadre de la négociation. Monsieur Mortier, je vais vous laisser la parole pour présenter donc le dispositif de la médiation du crédit. Merci beaucoup, Madame Milly, de m'accueillir dans cette présentation. Bonjour à tous. Donc, le dispositif. Point important, donc, la médiation est ouverte à toute entreprise. C'est un service qui est totalement gratuit et confidentiel. Il est opérationnel dans chaque département, puisque dans chaque département, le représentant de la médiation du crédit, c'est le directeur départemental de la Banque de France. La mission de la médiation du crédit. Premièrement, identifier des solutions qui sont adaptées aux besoins des entreprises, qui sont confrontées à des difficultés de paiement, faciliter le dialogue entre les entreprises et leurs créanciers, ne laisser aucune entreprise seule, c'est très important, et puis, le cas échéant, donc faire remonter l'information au niveau national sur des difficultés pouvant exister sur le terrain. Alors, les équipes de la médiation, il y a un médiateur national du crédit, donc qui fait partie du personnel de la Banque de France. Donc actuellement, c'est Monsieur Wisnowski. Il est assisté d'une équipe nationale assez restreinte qui peut intervenir en support des équipes départementales, par exemple sur des dossiers jugés sensibles. Donc un médiateur dans chaque département, qui est le directeur départemental de la Banque de France. Et pour terminer, mais c'est très important, c'est le tiers de confiance de la médiation auquel l'entreprise peut demander de l'accompagner dans sa démarche de médiation du crédit. Alors, quelles sont les entreprises qui sont éligibles? Le dispositif est ouvert en fait à toutes les entreprises, quel que soit son secteur d'activité, quelle que soit sa taille, dès lors qu'il y a un refus de financement lié à une activité professionnelle, y compris d'ailleurs des difficultés d'assurance crédit. La seule exception, c'est qu'effectivement, les sociétés en cessation de paiement ne peuvent pas entreprendre, ne sont pas éligibles à la procédure de la médiation du crédit.
Alors, point numéro 2, concrètement, comment est-ce qu'une entreprise saisit le médiateur du crédit? Alors, déjà pour se renseigner sur le contexte général de la médiation, le dirigeant d'entreprise peut trouver des informations générales sur le site www.médiateur du crédit. Il y a tous les documents importants, les textes auxquels il peut se référer. Et quand le chef d'entreprise se sent prêt à saisir son dossier, donc une fois qu'il a réuni tous les éléments indispensables à la complétude de son dossier, donc il va trouver un bordereau de saisine de la médiation qui est très très simple. Il était beaucoup simplifié depuis le début de la crise sanitaire. Et donc, il l'adresse au médiateur départemental du crédit, donc à l'adresse qui est indiquée, médiation.crédit.52@banque-france.fr. Et donc, si l'entreprise le souhaite, c'est fortement recommandé pour se faire accompagner dans sa démarche de médiation du crédit, elle peut solliciter l'assistance d'un tiers de confiance de la médiation. On en parlera un petit peu plus loin. Les 5 étapes de la médiation. Donc la saisine complète et validée de votre dossier de médiation en ligne déclenche la procédure. C'est une fois que votre dossier est complet, que vous avez donc adressé le bordereau, que la procédure est enclenchée. Dans les 48 heures qui suivent, le médiateur départemental vous contacte et vérifie la recevabilité de votre démarche. Ensuite, les établissements de crédit financier disposent de 5 jours ouvrés pour revoir leur position initiale. Vous voyez qu'on est sur des délais très très courts et très rapides. Après, si les difficultés perdurent, le médiateur intervient pour résoudre les points de blocage. Le médiateur propose ensuite une solution aux parties, aux dirigeants, aux actionnaires, aux créanciers, au pouvoir public, quelquefois, parfois même à des fournisseurs qui peuvent être associés à la démarche. Donc c'est une démarche de la médiation qui est simple, qui est accessible à tous. Donc c'est important de se faire accompagner dans cette démarche. Vous pouvez vous faire accompagner par un tiers de confiance de la médiation. Alors ce tiers de confiance, ça peut être votre expert comptable, ça peut être quelqu'un des réseaux consulaires, comme c'est le cas par exemple en Haute-Marne ou dans le département de la Meuse, où il y a une personne qui est dédiée donc pour aider les entreprises dans cette démarche, ou si ça peut être également le MEDEF, la Chambre des métiers, enfin le choix est large. Après, si vous n'avez pas d'idée particulière, vous pouvez effectivement appeler sur le numéro qui est indiqué et on vous indiquera des tiers de confiance qui sont agréés et qui sont joignables sur votre département. Alors la médiation du crédit, ça existe, c'est pas nouveau, c'est un dispositif qui existe déjà depuis 2008-2009, lors du début de la crise. Alors cette médiation du crédit, c'est important de le souligner, et elle s'appuie sur des textes fondateurs, donc qui sont disponibles. Vous pouvez y accéder, ils sont disponibles sur le site du médiateur du crédit. Il y a un accord de place donc qui a été signé avec les banques, donc qui a été actualisé. La dernière actualisation remonte à 2018, elle est valable jusqu'au 31 décembre 2020. Donc il y a des choses très très importantes qu'il faut savoir. Par exemple, que pendant la durée de la médiation, donc dès que la procédure est activée, que votre dossier a été déclaré éligible à la procédure, donc les établissements s'engagent à maintenir les lignes de financement. Donc ça, c'est quelque chose de très important pour la prévention des difficultés.
Ça veut dire par exemple que si vous aviez un découvert autorisé que la banque a dénoncé, pendant toute la durée de la médiation, donc ce découvert continue à fonctionner. Donc ça, c'est très important pour la survie de l'entreprise. Alors, comme il y a une convention, un accord de place qui a été signé avec les établissements de crédit, il y a une convention également qui a été signée avec les assureurs crédit, donc qui ont pris un certain nombre d'engagements également. Donc, par exemple, à ce que les réductions de garantie ne soient effectives que dans un délai d'1 mois après la décision. Et il y a une chose qui est très importante qui peut être méconnue, c'est le site www.acheteur-assurance-crédit.fr où effectivement vous pouvez, où chaque entreprise peut connaître le niveau de garantie accordé à ses fournisseurs. Donc ça peut être très très utile de connaître, d'avoir ces informations. Voilà, j'en ai terminé avec la partie de la médiation du crédit. Je vous remercie de votre écoute et je vais redonner la parole à Madame Milly donc pour la suite de la présentation. Merci Monsieur Mortier. Donc, je vais maintenant vous présenter donc les procédures amiables. Donc, ce sont des procédures qui sont disponibles auprès du tribunal de commerce ou d'instance. Et comme je le disais dans mon introduction, donc le droit positif des entreprises concernant les entreprises en difficulté est un droit qui a beaucoup été amélioré ces dernières années, notamment depuis les années 2000, et qui s'adapte toujours d'ailleurs à la faveur des crises pour proposer des cadres de négociation sécurisés aux difficultés d'entreprise. Donc la première procédure disponible est le mandat ad hoc. Et c'est une procédure qui a été consacrée, vous le voyez, par une loi du 26 juillet 2005, donc assez récente, comme une technique complètement à part entière de prévention. Elle présente 3 avantages principaux, la souplesse, la rapidité et la confidentialité. Donc, à l'origine de la demande, eh bien, c'est seulement le débiteur qui est habilité à demander la désignation d'un mandataire ad hoc. Donc les débiteurs sont des personnes physiques, par exemple, ou des personnes morales, mais les créanciers de l'entreprise, les salariés ou le président du tribunal ne peuvent en aucun cas se prévaloir de ces procédures. Comment formuler la demande? Elle doit être présentée par écrit et adressée et remise au président du tribunal via le greffe, et elle doit être bien sûr motivée des difficultés rencontrées. Le débiteur sera convoqué par le greffier du tribunal afin de recueillir ses observations, mais on peut aussi, et on le fait assez fréquemment, demander une audience confidentielle en amont au président du tribunal pour lui exposer les difficultés et solliciter même un avis pour déclencher la procédure. Alors, qui va nommer le mandataire? C'est le président qui rend sa décision dans un délai très très bref par une ordonnance. La décision est notifiée au débiteur. L'ordonnance va contenir quelques éléments bien précis, comme le nom du mandataire, qui peut être présenté par le chef d'entreprise. Il a parfaitement le choix de proposer quelqu'un de ses connaissances qui doit quand même être qualifié un petit peu dans la situation. L'étendue de la mission du mandataire, parce que ça peut être des missions très variées, notamment dans le mandat ad hoc, qui est assez intéressant pour régler des litiges avec des co-contractants. Enfin, le mandat ad hoc est quand même assez destiné à une mission très large. La durée de la mission n'est pas très encadrée, elle est de 3 mois renouvelables, mais sans délai particulier. Et les conditions de la rémunération du mandataire doivent être définies après l'accord du débiteur dans cette ordonnance. Le mandataire peut accepter ou refuser la mission. S'il l'accepte, cette décision d'acceptation est communiquée pour information au commissaire en compte, qui sera la seule personne, à part les créanciers ou la personne qui doit négocier avec le débiteur, ce seront les seules personnes qui seront dans la boucle. Le débiteur n'est, lui, pas tenu d'informer ni le CSE, ni les délégués du personnel. Donc, vous voyez, c'est une procédure plutôt très confidentielle.
Alors la mission du mandataire, il faut savoir qu'il est soumis à une obligation très stricte de confidentialité afin de ne pas porter atteinte aux intérêts de l'entreprise. Le mandataire ad hoc doit apporter une assistance au débiteur, mais il n'assure en aucun cas l'administration de l'entreprise. Le chef d'entreprise n'est absolument pas dessaisi de ses prérogatives de chef d'entreprise. Mais le mandat ad hoc peut se conclure par un échec en cas de désaccord ou si le débiteur se trouve en état de cessation de paiement et qu'une procédure de collective est inévitable. Donc il y a un intérêt majeur à déclencher cette procédure très en amont des difficultés parce que les difficultés créent, il faut du temps quand même pour arriver à réunir toutes les parties en présence, et plus on déclenche ces procédures en amont, plus on a une chance d'arriver à une conclusion heureuse. Le mandat ad hoc peut également servir à une préparation de procédures de conciliation ou une procédure de sauvegarde. Nous allons voir ça un petit peu plus précisément après. Donc c'est bien une technique de prévention des difficultés qui est basée uniquement sur la démarche volontaire du chef d'entreprise. L'aspect judiciaire est assuré par la présence du président du tribunal de commerce, mais totalement confidentiel hors commissaire aux comptes. Le débiteur n'est pas dessaisi et son efficacité est renforcée par l'ordonnance de 2014 qui dit que toute clause qui modifie les conditions de la poursuite d'un contrat en cours en diminuant les droits ou en aggravant les obligations du débiteur du seul fait de la désignation d'un mandataire ad hoc est réputée non écrite. Donc c'est un texte qui est très fort. Donc tout est fait pour qu'aucun débiteur ne soit découragé afin d'avoir recours à une procédure quelle qu'elle soit. Donc nous arrivons à la deuxième procédure disponible dans le cadre des procédures amiables. Donc la conciliation vise à obtenir un accord entre le débiteur et tout ou partie de ses créanciers afin de permettre un sauvetage rapide de l'entreprise en difficulté. C'est une procédure de traitement conventionnel des défaillances, scrupuleusement réglementée par plusieurs articles du Code de commerce. C'est une procédure préventive qui, là encore, a été privilégiée en 2005 par le législateur, améliorée successivement en 2008 et 2014, en ce qui concerne son ouverture, son déroulement et son issue. C'était autrefois une procédure qui s'appelait le règlement amiable, mais qui a quand même été largement améliorée. Les conditions de fond, comme pour le mandat ad hoc, c'est le chef d'entreprise qui fait la démarche seul et uniquement à son initiative. Deux catégories de personnes sont admises au bénéfice de cette procédure. Les personnes exerçant une activité commerciale ou artisanale pour le tribunal de commerce, peu importe la forme de l'entreprise, et également les personnes morales de droit privé et les personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante relevant de la compétence du tribunal de grande instance, les SCI, les associations des entreprises individuelles civiles. Alors sont exclus du bénéfice de la conciliation les personnes exerçant une activité agricole, ce qui n'est pas le cas dans le mandat ad hoc. C'est une petite différence parce que eux, les activités agricoles sont soumises au règlement amiable agricole. Donc, pour demander l'ouverture d'une procédure de conciliation, le demandeur doit éprouver, selon la formule légale, une difficulté juridique, économique, financière avérée ou prévisible et ne pas se trouver en cessation de paiement depuis plus de 45 jours. C'est un point très dur et donc là encore, il faut être avisé pour saisir les procédures très en amont pour éviter d'avoir un délai qui mettrait la procédure fort close, qui serait vraiment dommage. Donc, elle exige cette procédure de conciliation des difficultés déjà perceptibles et constituant une menace pour l'exploitation. C'est déjà une petite différence avec le mandat ad hoc, où déjà le critère limité de la cessation de paiement depuis moins de 45 jours, incite le débiteur à saisir le plus rapidement possible l'opportunité de la mesure préventive, mais avec une exigence assez pointue sur les difficultés de l'entreprise. Les conditions de forme, démarche encore volontaire du débiteur, par une lettre qui doit être formulée au président du tribunal,
et qui doit exposer de façon assez fine quand même la situation économique, financière et sociale, patrimoniale et les besoins de financement et surtout les moyens d'y faire face, ce qui veut dire qu'il faut déjà procéder à une analyse des difficultés et des remèdes envisagés en amont. Il nécessite quand même d'être suffisamment en amont dans la procédure et dans l'analyse surtout des difficultés pour ne pas perdre de temps. Donc là, il faut se rapprocher de ces conseils et nous verrons ça un petit peu plus après. Donc il y a des conditions de forme au niveau des documents qui sont un petit peu plus lourds que sur le mandat ad hoc, je vous laisse découvrir. La décision d'ouverture de la procédure de conciliation, comme dans le mandat ad hoc, est faite par le président par une ordonnance qui a un pouvoir d'investigation assez important pour instruire la demande. Et il peut choisir, le président, suivant la situation de l'entreprise, la solution la plus opportune, c'est-à-dire qu'il peut très bien dire à un moment donné, ben non, votre situation relève d'une procédure de sauvegarde ou d'un mandat ad hoc, ou éventuellement d'un redressement judiciaire, si par exemple les 45 jours sont malheureusement dépassés. Il a un pouvoir d'appréciation très important en la matière. Donc le président peut refuser d'ouvrir une conciliation, comme on disait à l'instant, si les délais ne sont pas respectés, ou s'il voit qu'une solution meilleure à la disposition de l'entreprise est possible. Il y a une possibilité d'appel dans les 10 jours. La deuxième possibilité, c'est la décision d'ouverture positive de la conciliation. Il désigne un conciliateur de son choix, sur proposition du débiteur ou non. La durée de la mission est là plus courte, puisque c'est 4 mois plus 1 mois maximum. Donc 5 mois en tout et pour tout. Ça va assez vite. Il faut quand même être très conscient de ce délai. Le rôle du conciliateur sont très encadrés, et sa mission sont très encadrées par la loi. Il est considéré comme un auxiliaire de justice à titre occasionnel et le président du tribunal pourra nommer comme conciliateur un administrateur judiciaire, un expert en diagnostic d'entreprise, un expert comptable, un avocat en conseil ou un professionnel du droit des procédures amiables qui sont quand même assez pointues. Quelle est la mission du conciliateur au terme de la loi? Il doit favoriser la conclusion entre le débiteur et ses principaux créanciers et co-contractants d'un accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés de l'entreprise. Il peut présenter toute proposition se rapportant à la sauvegarde de l'entreprise, à la poursuite de l'activité économique et au maintien de l'emploi, un peu comme dans la procédure de sauvegarde, l'emploi étant une priorité aussi dans la procédure de conciliation. Il peut être chargé à la demande du débiteur et après avis des créanciers d'une mission ayant pour objet l'organisation de la cession partielle ou totale de l'entreprise qui pourrait être mise en œuvre, le cas échéant, dans le cadre d'une procédure ultérieure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation, ce qu'on appelle le pré-PAC cession, qui commence à être très utilisé. C'est une ordonnance récente, puisqu'elle date du 12 mars 2014. Le conciliateur, comme le mandat ad hoc, n'administre pas l'entreprise en difficulté et le débiteur n'est toujours pas dessaisi de ses pouvoirs de direction. Par contre, le conciliateur a une mission assez forte et il peut obtenir du débiteur tout renseignement utile. Le débiteur est invité à coopérer et le conciliateur peut appuyer sur cette prérogative pour toujours remplir sa mission qui est le sauvetage de l'entreprise. Il peut demander aussi au président des communications sur des renseignements dont il dispose, puisque le président, nous l'avons vu en préliminaire, a un pouvoir d'investigation important et peut demander partout des renseignements sur l'entreprise afin de se faire la meilleure idée possible de la situation de difficulté. Alors, quels sont les moyens, à proprement parler, d'incitation à la négociation dont dispose le conciliateur? C'est d'abord la remise des dettes des créanciers publics. À l'instar des créanciers privés, le créancier public peut consentir aux débiteurs des remises de dettes, souvent décisives pour la réussite de la conciliation. L'administration fiscale est donc autorisée à consentir des remises sur le nominal des créances pour les impôts directs, c'est-à-dire l'IS, la taxe foncière, et sur les majorations et intérêts de retard pour les impôts indirects, par exemple la TVA.
Attention, la remise de dette ne doit être faite à peine de forclusion 2 mois seulement suivant l'ouverture de la conciliation. Donc il faut aller assez vite. Et en fait, il faut être un petit peu près dès qu'on ouvre cette procédure. Le juge peut accorder des délais aux débiteurs sur les mises en demeure ou les poursuites faites par les créanciers pour éviter qu'un créancier, par son action, fasse obstacle à la conclusion de l'accord de conciliation, mettant par exemple l'entreprise en demeure et surtout la mise en demeure invitant à une procédure collective. Il a surtout une arme de poing, c'est la menace de sauvegarde. C'est un peu la bombe atomique. Si le débiteur n'est pas en cessation de paiement, le conciliateur peut soulever à l'égard des créanciers une menace de sauvegarde qui peut être très contraignante pour eux parce que les créanciers verraient leurs créances figées et ce n'est pas forcément de leur intérêt. Et donc, s'ils ne jouent pas suffisamment le jeu, eh bien, ils savent que la menace de sauvegarde plane sur eux. Quelles sont les issues possibles de la procédure de conciliation? L'échec, l'absence d'accord donc met fin à la procédure par le rapport du conciliateur qui demande au président l'interruption de la mission pour échec et aucun recours n'est possible. Par contre, les suites possibles sont assez nombreuses. On peut ouvrir une nouvelle conciliation 3 mois seulement après la première, mais bon, pendant ce temps-là, les difficultés courent, donc il vaut mieux réussir du premier coup. On peut ouvrir une procédure de sauvegarde de droit commun, on peut ouvrir une procédure de sauvegarde financière accélérée si l'endettement est essentiellement financier, ou une sauvegarde accélérée, car il faut savoir que l'échec de la procédure de conciliation peut être dû à un défaut d'unanimité, puisque tous les créanciers qui sont appelés à la conciliation doivent voter l'unanimité de leur accord pour que le protocole soit signé. Et si malheureusement on n'a pas l'unanimité, on peut rentrer en sauvegarde accélérée parce qu'en sauvegarde accélérée, seule la majorité est requise. Donc, par contre, il ne faut pas être en état de cessation de paiement à l'ouverture de la conciliation de moins de 45 jours. On peut aussi aller vers une ouverture de redressement judiciaire ou de liquidation en cas de cessation de paiement. Donc, majoritairement, il y a conclusion d'un accord, et cet accord est confidentiel, amiable, constaté par écrit, signé par les parties et déposé au greffe. Il aura vocation à produire ses effets, sauf en cas d'inexécution. La constatation de l'accord peut être faite par le président du tribunal, c'est-à-dire qu'il constate l'accord à la demande des parties. Le président produit une ordonnance qui constate simplement l'accord et lui donne une force exécutoire, mettant fin à la procédure de conciliation. C'est une décision qui est soumise à aucune publicité et susceptible d'aucun recours. Le crédit du débiteur n'est pas compromis, les efforts consentis par les créanciers et notamment les banques ou les créanciers publics restent protégés par le sceau du secret. Il y a surtout l'interdiction des poursuites ultérieures pendant l'exécution de l'accord. Les garants peuvent également se prévaloir de l'accord. Tous ceux qui ont donné une garantie sont assez protégés par cette mesure. Par contre, il y a un danger si un redressement judiciaire ou une liquidation vient à être mise en place et après l'accord de conciliation, le tribunal peut faire remonter la date de cessation de paiement avant la date de l'accord constaté, ce qui change quand même pas mal de choses derrière. Et notamment au niveau des sûretés, elles pourraient ainsi être remises en cause et surtout actées par ceux qui les détiennent. Alors, autre possibilité de l'accord de conciliation, il peut être aussi homologué par le tribunal, c'est-à-dire que l'homologation est à l'initiative unique du débiteur et qui est souvent incitée par ses créanciers. Le débiteur doit en informer par contre le CSE ou à défaut les délégués du personnel. Donc il y a une rupture de la confidentialité à ce niveau-là. Il y a cependant 3 conditions. Le débiteur ne doit pas être en cessation de paiement ou l'accord conclu doit y mettre absolument fin. Les termes de l'accord doivent être de nature à assurer la pérennité de l'entreprise, sauf les cas de prépaccession qui ont été conclus.
Et l'accord ne doit surtout pas porter atteinte aux intérêts des créanciers non signataires. Et il y a un contrôle assez important de la chambre, du tribunal par la chambre de conseil. L'accord de conciliation, par l'effet de l'homologation, produit des effets très importants. Le débiteur bénéficie de l'interdiction des actions en justice et des poursuites individuelles pour les créances visées par l'accord et pendant toute la durée de l'accord, qu'il ne vaut d'ailleurs que pour les créanciers, ne vaut pas que pour les créanciers non signataires, pardon. Donc ça vaut que pour les créanciers signataires. L'accord homologué entraîne de plein droit la levée de toute interdiction d'émettre des chèques. Et surtout, l'effet de l'homologation a une portée très importante sur 2 points. L'impossibilité de faire remonter la date de la cessation de paiement, donc les débiteurs et ses créanciers sont très protégés au niveau des sûretés. Et enfin, les créanciers qui ont fourni un nouvel apport en trésorerie ou un nouveau bien ou en service qui assure la pérennité de l'entreprise pendant la période de conciliation récupèrent un privilège de conciliation très important qui est appelé le privilège de nue monnaie. Ce privilège confère une priorité de paiement en cas de sauvegarde, RJ ou liquidation par rapport aux autres créanciers, c'est-à-dire qu'en cas de procédure, ils seront payés juste après les super privilèges des salariés et des frais de justice. Et ils ne seront pas soumis au délai du plan de continuation, ce qui est quand même une particularité qu'il convient de souligner et qui peut faire choisir la procédure de conciliation et qui présente cette possibilité d'homologation avec des possibilités derrière très, très importantes pour les créanciers. Alors, l'effet de l'homologation à l'égard des garants aussi, ils peuvent se prévaloir des délais et remises consentis aux débiteurs, ce qui rend, si vous voulez, l'homologation avec des effets plus énergiques que la constatation devant le président. Par contre, petit bémol, il y a rupture de confidentialité. Donc, en conclusion, comme pour le mandat ad hoc, la conciliation sont des outils de prévention-traitement très efficaces en pratique. Elles offrent la conciliation particulièrement offre un choix dans ses effets par la constatation ou l'homologation de l'accord qui peut répondre à des attentes différentes, c'est-à-dire la confidentialité ou la sécurité. Et comme pour le mandat ad hoc, les clauses restrictives limitant pour les débiteurs d'y recourir sont réputées non écrites, ce qui sont quand même des particularités très importantes. Elle démontre aussi que le critère de la cessation de paiement, qui était la seule distinction entre procédure amiable et collective, n'est pas suffisant aujourd'hui pour imposer le choix d'une procédure, puisqu'on sait que maintenant, on peut rentrer en procédure de conciliation, même si on est en cessation de paiement depuis moins de 45 jours. Donc on a un choix aujourd'hui, surtout de pouvoir demander une procédure la plus opportune suivant l'état de l'entreprise au moment où on doit faire ce choix. Et il n'y a plus de critères uniques sur l'état de cessation de paiement. Je suis donc à votre disposition, Véronique Milly, consultant expert sur la prévention et le traitement des difficultés au sein de la Chambre de commerce Meuse-Haute-Marne. Dernier slide pour les références du médiateur de crédit à qui je vais redonner la parole. Oui, donc si vous souhaitez contacter la médiation du crédit, alors pour la Haute-Marne, c'est médiation.crédit.52@banque-france.fr. Pour la Meuse, on remplace le 52 par le 55. Et donc, vous pouvez appeler sur ce numéro de téléphone qui est indiqué, par exemple, pour prendre la tâche d'un tiers de confiance, si vous le souhaitez. Au cours de cette présentation, on a beaucoup parlé de prévention. Qui dit prévention, si je puis me permettre d'insister sur un point, ça suppose qu'il y ait de l'anticipation. Donc, nous vous invitons à prendre notre attache le plus en amont possible, puisque finalement, plus c'est traité en amont, plus les chances de succès sont grandes pour aboutir à une solution amiable. Merci Monsieur Mortier de votre présence à cette présentation et j'invite les
entreprises qui auraient des difficultés à contacter donc la médiation du crédit en première intention pour régler leurs difficultés. C'est un dispositif très efficace qui a fait ses preuves. Merci de nous avoir écoutés.